Merci. Donc, comme vous l'avez indiqué, je suis procureur de la République à Papeete depuis le septembre et j'étais auparavant procureur de la République adjoint au parquet de Nice. Alors c'est vrai qu'au XXIe siècle, on est à l'heure de la communication à tous azimuts. Avec les nouvelles techniques d'information et de communication, on fait du commentaire de l'événementiel en direct. La banalisation des réseaux sociaux fait que chaque adepte de ces nouvelles techniques d'information et de communication, internaute, membre de Facebook, de Twitter et autres moyens de communication, est au fait en quelques secondes de n'importe quel événement, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit l'endroit où les faits ont été commis, fût-il le plus reculé du monde. Finalement, comme disait un commentateur, le monde est devenu un village. Tout le monde est branché, milieu politique, journalistique, artistique, et il faut commenter, annoncer, donner des nouvelles, et c'est vrai qu'on est inondé, la toile est inondée, comme l'on dit aujourd'hui. Bien évidemment, le fait divers n'échappe pas à cette surmédiatisation. Et la question qui se pose est de savoir comment doit se positionner l'institution judiciaire, et en particulier les magistrats en charge des affaires pénales. Quels sont donc les magistrats qui peuvent intervenir? Quels sont les principes légaux et déontologiques à respecter? À quel stade de la procédure ces principes doivent-ils être respectés? Donc quels sont ces magistrats qui peuvent intervenir à l'occasion du traitement médiatique des faits divers? D'abord un constat. Un constat qui a été fait par le Conseil supérieur de la magistrature en 2007 à l'occasion de la publication de son rapport annuel. Je vous cite parce qu'effectivement ça mérite d'être cité. Le Conseil supérieur de la magistrature indiquait: la médiatisation de la société constitue une donnée dont toute institution doit désormais tenir compte. La justice ne doit pas s'imaginer qu'elle peut y échapper. J'ai envie de dire qu'avant le CSM, il y avait aussi un auteur célèbre, Tocqueville, qui déjà au XVIIIe siècle, dont son ouvrage de la démocratie en Amérique, disait: en Amérique comme en France, et on n'est pas très loin des États-Unis ici, la presse est cette puissance extraordinaire, si étrangement mélangée de biens et de mots, mots M-A-U-X, que sans elle la liberté ne saurait vivre et qu'avec elle l'ordre peut à peine se maintenir. Bon, c'est vrai que tous les acteurs de l'enquête pénale au jour d'aujourd'hui communiquent, informent, voire plus souvent communiquent. Policiers, gendarmes, avocats, témoins, victimes, parties civiles communiquent. Et il est vrai que les acteurs institutionnels, police, gendarmerie, disposent d'un pôle de communication, sans compter bien évidemment l'autorité administrative qui, lorsqu'une infraction est commise, cause un trouble à l'ordre public, et cette autorité administrative en charge de la police administrative, effectivement, communique. Aussi, l'autorité judiciaire ne pouvait pas rester sur le bord de la route. Sachez-le donc, on a créé au ministère de la Justice, précisément à la direction des services judiciaires, un pôle communication. Un pôle communication, et on a institué le magistrat délégué à la communication. Dans chaque cour d'appel, les chefs de cour, premier président et procureur général, désignent pour une durée, proposent pour une durée de 3 ans à la direction des services judiciaires 2 magistrats délégués à la communication qui communiquent effectivement sur tous les sujets, on va dire, de justice. C'était nécessaire compte tenu de ce que j'ai dit précédemment. Alors, pour en revenir plus précisément aux faits divers et au traitement médiatique de ces faits divers, qui est le magistrat compétent, si je puis dire, pour informer avec la presse? C'est le procureur de la République. Et là, il faut rappeler le texte légal qui l'autorise à communiquer, qui est l'article 11 du Code de procédure pénale, qui dit ceci. C'était modifié le 16 juin 2000. Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
par l'article du Code pénal concernant la violation du secret professionnel. Toutefois, et là c'est la base, si je puis dire, légale qui permet au procureur d'intervenir devant la presse et en particulier devant les médias. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office, ou à l'initiative des parties, ou à la demande de la juridiction d'instruction, donc du magistrat instructeur, quand un juge d'instruction est saisi, rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Donc le procureur de la République est habilité à communiquer pendant la phase de l'enquête et lorsqu'un magistrat instructeur est saisi. Pourquoi finalement le procureur de la République? On peut se poser la question. Pourquoi le procureur de la République est le magistrat qui doit communiquer? Alors là, je vous renvoie, si je puis dire, à l'histoire journalistique et en particulier à l'année 1986. C'était la fameuse affaire dite du petit Grégory, l'affaire de la Vologne, où on avait vu, pour ceux qui commencent comme moi déjà à avoir des cheveux blancs, mais bon, on a pu écouter et voir ça quand on était adolescent, voire enfant, en âge de raison. On voyait le magistrat instructeur, à l'occasion d'actes importants qu'il diligentait, faire des déclarations à la presse. Ça avait particulièrement ému non seulement l'institution judiciaire, mais d'autres acteurs judiciaires, puisque, comme vous le savez, le juge d'instruction est tenu à un devoir d'impartialité et d'objectivité en prenant la parole en public sur un dossier dont il doit connaître. Immédiatement, il est marqué du sceau de partialité et de la subjectivité. Donc, à partir de 1986, la chancellerie a décidé que ce devait être le procureur de la République, magistrat du ministère public, chargé de représenter la société, qui est aussi, il faut le dire, le magistrat qui fait l'interface entre l'institution judiciaire et tous les décideurs publics et, si je puis dire, privés. Et en particulier parmi ces décideurs privés, ou plutôt ces institutionnels privés, bien évidemment, la presse. La mission de ce procureur de la République en termes d'information. J'invente rien, pour tout vous dire, lorsque j'ai été invité à cette table ronde, j'ai fait, comme bon nombre de nos semblables, moi aussi j'ai surfé sur le net, et je me suis aperçu qu'il y avait un nombre impressionnant d'articles et de colloques qui avaient pour thème ce qui nous occupe aujourd'hui. Enfin, moi je suis allé aussi sur mon intranet justice, je suis allé sur mon site direction des services judiciaires et sur le pôle de la communication, où on m'a dit, monsieur le procureur, je le savais avant, mais bon, je vous le livre, le rôle du procureur de la République, ça consiste à rappeler les faits et la procédure, s'agissant encore une fois, du traitement médiatique des faits divers, rappeler les rôles respectifs des acteurs de la justice, qu'est-ce que c'est un procureur de la République, qu'est-ce que c'est un officier de police judiciaire, qu'il soit policier ou gendarme, qu'est-ce que c'est un juge d'instruction, qu'est-ce que c'est un tribunal correctionnel, qu'est-ce que c'est une cour d'assises. Délivrer des informations ou donner de nouvelles informations quand une procédure d'instruction a été ouverte, c'est-à-dire quand un juge d'instruction est saisi, donner des éléments généraux d'information compatibles avec le secret de l'enquête ou de l'instruction, démentir, et ça c'est pas anodin de le souligner, démentir les fausses informations, et également donner des perspectives d'une enquête ou d'une information. Alors vous voyez que la tâche n'est pas aisée, même si elle est balisée par le législateur et par la direction des services judiciaires concernant le procureur de la République, puisque il doit conjuguer le droit à l'information et la liberté de la presse, et le secret de l'enquête, le respect de la présomption d'innocence, et le respect aussi de l'intimité de la vie privée, s'agissant notamment des victimes.
le procureur de la République est amené également à intervenir pendant un procès. Alors il faut vous indiquer que pour les procès à fort retentissement médiatique, comme on dit, la chancellerie a prévu, la chancellerie du ministère de la Justice, de désigner un magistrat référent presse. Mais pour le reste, pour les affaires locales, c'est toujours le procureur de la République qui est l'interlocuteur de la presse. Alors c'est vrai que là, je vais peut-être empiéter un peu sur le domaine de mes voisins, mais tant au niveau de l'enquête et au niveau de l'instruction, quand un magistrat, un juge d'instruction est saisi, ils sont un peu en quelque sorte à l'écoute de diverses sources qu'ils doivent faire confirmer, et pour avoir confirmation ou affirmation, ils s'adressent au procureur de la République, à moi. C'est plus simple, si je puis dire, quand le procès a lieu. Enfin, c'est plus simple, entre guillemets, puisque, et là il faut que je rappelle des principes évidents, légaux, l'audience est publique. L'audience est publique. Donc à partir du moment où l'audience est publique, le journaliste peut relater tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y dit. Néanmoins, à l'ouverture du procès, caméra et magnétophone, je suis encore à l'ancien temps, divers appareils permettant l'enregistrement sonore doivent être éteints. On ne peut photographier les personnes, notamment le tribunal, que sur accord, ou de la cour d'assises d'ailleurs, que sur accord du président du tribunal correctionnel de la cour d'assises et sans opposition des magistrats. Et puis là aussi d'autres principes s'appliquent à la presse, c'est que pour photographier dans l'enceinte du palais de justice, notamment lorsque la personne est isolée, et je pense souvent aux victimes, aux parties civiles, la presse doit s'assurer du consentement des personnes pour être photographiées en vertu effectivement d'un droit qui est fondamental, qu'on appelle le droit à l'image, et qui est prévu par l'article 9 du Code civil. Inutile de vous dire, mais si je le dis, qu'il y a des dérogations formelles et des prohibitions posées par la loi concernant les mineurs, qu'ils soient attraits devant le tribunal pour enfants ou devant la cour d'assises des mineurs, puisque à aucun moment on ne peut faire état du compte-rendu des débats d'audience, on ne peut divulguer le nom du mineur et encore moins le photographier. Mineur qu'il soit auteur ou qu'il soit bien évidemment, et aussi, ça arrive, victime. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'ai peut-être été un peu long. Ma conclusion est la suivante. C'est vrai que lorsqu'on connaît le poids de la parole du procureur de la République, c'est pas de la flatterie envers moi-même ou de la flagornerie, mais c'est vrai que quand le procureur de la République parle, et notamment à l'audience, on écoute, sa parole peut avoir un poids, et en particulier dans la presse. Donc l'exercice de la communication est vraiment difficile. Entre deux extrêmes, c'est-à-dire se confiner dans le silence, ou surmédiatiser son intervention, il appartient vraiment au procureur de la République, je le dis, finalement, d'informer et non pas de communiquer. Voilà, c'est la conclusion. Et maintenant, à l'issue de ces débats, je serai prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, Monsieur Laurent. On va d'abord entendre Monsieur Dominique Hans. Par contre, est-ce que vous pourriez prendre le micro bien en main parce que le fond de la salle n'entend pas bien. Vous m'entendez? Voilà. Oui, donc je suis Dominique Hans, je suis le bâtonnier de l'ordre. On m'a invité dans le cadre d'un exposé qui porte sur la présomption d'innocence à combiner avec la liberté de la presse. Autrement dit, le traitement des faits divers, en relation bien sûr en respect de la loi, et puis quelle est la place de la présomption d'innocence justement dans le traitement des affaires qui vont devenir judiciaires ou qui ont commencé à avoir un traitement policier. Puisque quand les journalistes s'intéressent à un fait divers, bien sûr, en règle générale, ils vont à la source, c'est-à-dire chez les enquêteurs, et puis, comme M. le procureur vient de l'exposer, il peut y avoir nécessité pour lui, d'ailleurs, d'intervenir pour
quelquefois, plus souvent d'ailleurs, remettre les choses à leur place. On voit quand le procureur de la République de Paris fait ses communications après des attentats, il répond à une demande extrêmement forte de l'opinion qui a été entre-temps, en quelques heures, alimentée par les réseaux sociaux essentiellement, et il a un besoin de rassurer à ce moment-là. Donc la communication, on le voit, est essentielle parce que, en règle générale, après que le procureur de la République de Paris ait communiqué, eh bien, les médias et, en règle générale, toutes les personnes qui l'ont écouté, eh bien, savent d'abord qu'ils ont un capitaine à bord, et puis ils savent exactement qu'est-ce qu'il en est, ce qu'ils doivent craindre de la situation, et quelle relation objective en a été faite. Donc la communication par le parquet est essentielle dans le cadre de l'objectivité qui est rappelée par M. le procureur, et elle a son utilité, surtout dans un monde surmédiatisé, puisque les réseaux sociaux, vous le savez bien, sont omniprésents dans nos vies désormais. Chacun a son idée sur ce qui s'est passé dans son quartier, sur notre île, parce que l'exiguïté de notre île permet à bon nombre d'entre nous de savoir ce qui se passe beaucoup plus vite quelquefois que les autorités judiciaires elles-mêmes. Et puis, vous avez ces commentateurs du web, les teigneux, comme je les appelle, qui ne manquent pas une occasion de dire ce qu'ils pensent, sans savoir vraiment de quoi ils parlent, mais bon, eux-mêmes alimentent les réseaux, alimentent cette haine en général, et cette haine est dangereuse pour l'équilibre de la société. C'est la raison pour laquelle, une fois encore, il faut savoir communiquer, et le procureur de la République est bienvenu de bien communiquer à ces différentes occasions, parce qu'il est, oui, l'organe principal de communicants, qui communique dans le cadre des affaires. Les avocats ont bien du mal à communiquer à un moment où ils n'ont pas toutes les cartes en main. Il faut bien voir que quand l'avocat intervient, eh bien, l'heure de la défense intervient à un moment où le processus judiciaire est bien avancé. J'ai souvent l'habitude de dire que l'avocat intervient quand, imaginons que ce soit un 100 mètres, eh bien, quand les acteurs judiciaires, les enquêteurs, le procureur de la République ont atteint les 80 mètres, c'est là que l'avocat se met sur la ligne de départ et part à son tour. Donc, il rattrape ce qui est su par les autres acteurs, et il est bien difficile de communiquer à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas un adepte de la communication à tout va, et encore moins à la sortie d'une garde à vue, parce qu'en règle générale, il y a énormément d'éléments qui nous manquent, et ça n'est pas rendre service souvent aux clients que l'on vient de découvrir à cet instant-là, que de communiquer en son nom. Donc, il vaut mieux laisser ça aux autorités judiciaires à ce moment-là. Le sujet de la présomption d'innocence a combiné avec la réalité médiatique et la réalité des médias, la nécessité de l'information et aussi le fait que les journalistes doivent remplir leur colonne, c'est-à-dire que la presse, aujourd'hui, elle est dans la tourmente. Et donc, le vrai problème, à mon avis, c'est pas de communiquer sur les faits divers, c'est la manière dont on communique. C'est-à-dire qu'on ne soit pas à un stade où on ne maîtrise pas encore tous les éléments de l'affaire, qu'on n'ait pas envie de communiquer essentiellement sur le caractère sensationnel, pour faire mieux que le voisin, pour faire mieux que l'organe de presse voisin, concurrent, ou voire même mieux qu'un site internet, parce qu'il faut des titres accrocheurs, il faut un article qui permette aux gens de rechercher le caractère sensationnel. Le danger est là plutôt, parce que sinon, avec la présomption d'innocence, moi je n'ai aucune difficulté à la combiner avec la liberté de la presse. La présomption d'innocence, à mon avis, est avant tout à voir comme étant une règle de preuve en matière pénale. C'est-à-dire qu'on est innocent tant qu'on n'a pas fait la démonstration de votre culpabilité. Avant que vous ne comparaissiez devant un tribunal ou une cour d'assises, eh bien, vous êtes présumé innocent, parce que jusque-là, des preuves sont mises en place, sont recueillies, on les discute, et on les discutera
que devant la juridiction de jugement ou devant la cour d'assises. Et ce n'est qu'à partir du moment où vous êtes déclaré coupable que prend fin la présomption d'innocence. Donc en fait, la présomption d'innocence, ce n'est pas un leurre, mais c'est simplement un principe de droit très traditionnel, très historique. Monsieur le procureur a rappelé le rôle prépondérant que notre société donne au procureur de la République. Ça remonte à 1215, le lieutenant qui est le lieutenant enquêteur voulu par Louis IX, Saint-Louis, qui avait justement instauré le principe inquisitoire de la procédure pénale. Donc on le voit, on respecte la parole du procureur de la République. Je dirais même qu'on la respecte jusqu'au bout, jusqu'au procès, parce que nos amis journalistes terminent souvent leurs articles lors de la chronique judiciaire par les réquisitions du procureur et restent muets quant à l'énergie déployée par l'avocat de la défense. L'heure tardive, on nous dit c'est l'heure tardive, parce que l'avocat, quand il commence à plaider, il est 8 heures du soir. Voilà. Et quand on est l'acteur de cette plaidoirie le lendemain, on est un peu déçu. L'avocat a sûrement plaidé des circonstances atténuantes. Voilà. Et en réalité, on voit bien que oui, ce qui est important, ce sont les réquisitions. Les réquisitions vont marquer l'esprit, d'abord du journaliste. Il considérera que c'est ça qui est important. Et puis si derrière la réquisition, un avocat est arrivé à fissurer l'ensemble et à faire admettre quelques circonstances atténuantes, voire même à obtenir une relaxe ou un acquittement, ça restera dans le flou parce que finalement on considérera que soit l'avocat est très fort, mais on ne sait pas, on n'en saura pas plus parce que justement on n'aura pas eu la chronique judiciaire de sa plaidoirie. Enfin, tout ça pour dire que nous nous inscrivions dans un mouvement historique tout à fait naturel et que nous devons respecter, qui donne la primeur aux autorités judiciaires en matière pénale, évidemment. Donc, voilà, je veux bien passer la parole à mes amis journalistes qui vous expliqueront comment ils recueillent leurs informations, comment ils les traitent, pourquoi ils les traitent. Ah non, c'est vrai qu'ils sont tenus au secret. Pardon. Le grand principe de notre droit, la protection des sources. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer à un journaliste, y compris devant un juge d'instruction, citez-moi vos sources. Bon. Par contre, on peut le condamner pour recel, bien souvent, de la violation du secret de l'instruction, mais ça, c'est un autre débat, on pourra peut-être l'évoquer. Bonjour, alors écoutez, moi je suis donc rédacteur en chef de TNTV. Auparavant, j'ai travaillé ici à Tahiti Pacifique Hebdo et à la Dépêche de Tahiti. Et avant, j'étais au Parisien, qui est un quotidien en France où j'ai travaillé de nombreuses années. Et c'est un journal dont l'un des ADN est le traitement des faits divers, donc c'est une matière que je connais plutôt bien. Bon, alors on va être clair, le fait divers, ça marche, ça cartonne même. Soyons clairs. Donc on va dire la première des choses, faut être honnête. Je pense que vous-même ici, vous aimez bien lire des histoires et bien lire des faits divers, et on est tous friands, entre guillemets, de cette matière. Enfin, c'est une matière qui est très vaste aussi, hein, qui n'est pas que honteuse ou voyeuriste. Voilà, ça ne fait pas appel seulement à ces ressources-là. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Les premiers périodiques au XVIIe siècle étaient gorgés de faits divers et qui étaient écrits avec beaucoup moins de rigueur qu'on les écrit aujourd'hui et beaucoup moins de professionnalisme. On était dans la romanciation, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais on était vraiment dans la romance de toutes ces histoires. On tirait à partir de très peu d'informations, parce que la communication, pour le coup, n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. On tirait des histoires tout à fait rocambolesques et qui allaient faire tirer des larmes à tous les lecteurs. Alors j'ai retrouvé une étude, moi j'ai fait comme vous, monsieur le procureur, je suis allé sur Internet. Et alors en 10 ans, donc c'est de 2003 à 2013, hein, c'est les derniers chiffres disponibles, le nombre de sujets consacrés aux faits divers dans les journaux télévisés a augmenté de 73%. Donc ça montre effectivement qu'on est vraiment dans un sujet qui aujourd'hui, alors en plus avec la multiplication des chaînes de télévision, je pense qu'on se tire la bourre, hein, clairement, et je pense qu'on les télévisions essayent de créer le plus possible de nouvelles émissions, notamment, et c'est pas seulement dans les journaux télévisés, pour revenir, pour re-raconter pour la énième fois des histoires comme celle du petit Grégory, par exemple, dont on ne connaît toujours pas le coupable, d'ailleurs. Si vous avez l'info, je suis preneur. Alors, pourquoi on fait des faits divers? Je pense qu'il y a plein de ressorts. Il y a un ressort premier qui est la proximité. Alors, je vais vous raconter un truc assez rigolo. Quand on était au Parisien, on appelait ça la théorie du mort-kilomètre. Donc, s'il y a un tremblement de terre en Chine, avec 25 000 morts, ça va faire une brève en page 12.
Mais 2 heures après, il y a le journaliste qui arrive. Il y avait 4 Français. Ah, ça remonte en page 5 et ça va faire un feuillet. Et il y avait un Francilien. Ouh là là, on n'est pas loin de la une. Il y avait un Parisien. On est à la une. Voilà. Ça s'appelle la proximité. Alors, c'est une proximité géographique, c'est une proximité sociale, c'est une proximité psychologique. Hein. On est sur évidemment l'émotion. C'est une évidence. Mais je pense que ça a aussi des vertus, des vraies vertus. Je pense que les faits divers illustrent des faits de société. Donc, on a parlé de pédagogie tout à l'heure. Alors, je suis d'accord que de traiter simplement le fait divers et de ne pas aller plus loin, c'est vrai que c'est pas bien. Alors, on va le faire au début parce qu'il y a cette concurrence exacerbée. On est tous d'accord avec ça. Et puis derrière, c'est intéressant de faire de la pédagogie. Alors, il y a une matière notamment qui s'appelle la sécurité routière, où je sais que la justice notamment et les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers travaillent beaucoup avec nous. Et ils y ont intérêt, et tout le monde y a intérêt, parce que de traiter l'opération, on va changer les casques, c'est bien, mais quand on montre un gamin qui s'est tué sur la route le samedi parce que justement il n'avait pas un bon casque, malheureusement c'est mieux, et en tout cas c'est plus pédagogique, et c'est des choses qui font avancer. De la même façon, en Polynésie, par exemple, il y a un fléau qu'on connaît tous, qui sont les violences intrafamiliales, et je pense que chaque fois qu'on traite de ces faits divers-là, certes, vous allez croire que on est sur juste le registre de l'émotion, du dégoût, du voyeurisme, etc. Je pense qu'on est aussi sur le registre de la pédagogie et qu'il ne faut pas arrêter de traiter ces faits divers. Et au contraire, et derrière, on peut aller plus loin et faire intervenir des gens. Toute cette semaine, il y en a beaucoup ici, justement, pour aller plus loin et savoir quelles sont les solutions qu'on peut trouver. Il y a aussi l'exemplarité. Hein, on va parler de probité publique, mais je pense qu'un fait divers concernant un élu qui a dérapé, alors là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas 2 secondes à hésiter pour en parler. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a été élu par vous tous, par nous tous, etc. Et donc, quand l'exemplarité est entachée, je pense qu'effectivement, il est aussi pas du devoir, mais en tout cas, l'intérêt de la presse et des médias d'en parler. Les réseaux sociaux, c'est un vrai problème. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est un vrai problème. Et nous sommes, nous aussi, acteurs des réseaux sociaux. C'est même un baromètre pour nous qui est extrêmement pratique, quand on ne peut pas se payer des études, etc. Et tout. On est acteur de ces réseaux sociaux, mais souvent, on a du mal à maîtriser ces réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, alors je vais prendre un exemple, il y a 10 jours, il y a un fait divers qui a intéressé toute la Polynésie. C'est ce frère et cette sœur qui ont disparu en mer pendant 6 ou 7 jours et qui ont été retrouvés. Et d'ailleurs, là aussi, dans le fait divers, on est vraiment sur l'émotion et sur le bonheur. Je peux vous dire que le traitement de leur arrivée, c'est quelque chose qui a marché de façon phénoménale en termes de vente, en termes de public, en termes de téléspectateurs, d'internautes. Mais 4 jours avant qu'on les retrouve, à un moment, il y a sur les réseaux sociaux, on les a retrouvés. Parce qu'il y a un commentaire, à un moment, quelqu'un dit « Oui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, ils m'ont dit « Ça y est, on les a retrouvés ». Et là, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est parti, ça s'est enflammé sur le réseau social. Et c'est là où, justement, je pense que les médias ont un rôle à jouer, parce que nous, on obéit à des règles. Donc j'imagine que vous aurez des questions sur comment on travaille, comment on a nos informations, et quand est-ce qu'on les écrit ou on ne les écrit pas. Alors le fait divers est évidemment une matière sur laquelle la rigueur est encore plus forte, j'ai envie de dire, que sur les autres matières, même si on essaie d'être rigoureux sur tout. Et donc une information de ce type-là, par exemple, on les a retrouvés. Moi, je peux vous dire qu'on a passé 1 heure à passer des coups de fil partout pour essayer de la confirmer, et on n'a jamais confirmé, donc on n'a pas écrit. Et on a supprimé des commentaires sur Facebook, et on a fait des interventions sur Facebook pour dire non, attention, cette information n'est pas vraie, n'est pas vérifiée, etc. Donc voilà, la rigueur journalistique, je pense, dans le traitement des faits divers, est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, en gros, je pense que vous aurez surtout des questions. Si, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est ce que je disais en début, c'est-à-dire que ça nous plaît à tous, les faits divers. Pourquoi ? Parce que quelque part, c'est le roman du réel, quoi. C'est-à-dire que c'est notre vie, ce sont des histoires qu'on raconte, ce sont des choses qui se passent près de nous, toujours à proximité, parce que c'est ça qui est important. Et je crois que ça passionne les gens, comme les films à la télé, comme des bouquins. Et sauf que là, c'est la vraie vie, donc ça a cette connotation qui est encore plus proche de nous. Et c'est pour ça aussi que c'est une matière qui attire beaucoup, beaucoup de monde. Merci. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Raphaël Pierre, je suis journaliste chez Diversier depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai d'abord commencé en métropole, en région parisienne, et j'ai donc atterri en Polynésie française il y a un peu plus de 10 ans maintenant, où donc j'ai pas du tout trouvé la même délinquance qu'en métropole. Je suis
pas très à l'aise. J'arrive en bout de table là. Donc j'arrive en bout de table là. Et en fait, je pense que ça serait peut-être plus intéressant pour vous si vous aviez des questions à poser par rapport à la façon dont on travaille, à la façon dont on fonctionne, qui parfois paraît un petit peu mystérieuse, notamment sur le traitement de l'information. Parce qu'après, sur le traitement des faits divers, Bertrand a balayé l'essentiel pour ce qu'il en est. Et sur le cadre, monsieur le procureur et monsieur le bâtonnier aussi. Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Cathy, je travaille au service social de Moréa. Alors, je ne sais pas trop si c'est un témoignage finalement ou une question pour les journalistes, puisque, bon, dernièrement, je ne nommerai pas le journal qui l'a fait, mais disons qu'il a été relaté dans un journal 2 faits divers de 2 mineurs victimes lors des assises. Alors j'entends que les mineurs doivent être protégés et ils doivent, enfin l'autorisation en tout cas doit être demandée pour les photos. Il n'empêche que sur ces 2 mineurs-là, en tout cas pour la première situation, en fait, l'article était tellement précis, c'est-à-dire que là, je me suis dit, c'est pas possible. Tous les journalistes étaient dans la salle aux assises, alors Après, que normalement... C'est vrai qu'aux assises concernant les mineurs, on peut aussi solliciter un huis clos partiel qui est accordé ou pas avec accord des parties. Et si c'est un huis clos partiel, la presse peut être présente pendant les débats. Ben, c'est ça en fait qui est un peu gênant, voilà, parce que... Il faut savoir que la demande émane souvent de la partie civile, sous réserve évidemment de préserver l'anonymat des mineurs. Il y a quelques... Mais jusqu'où va après en fait le détail de l'article, c'est-à-dire que je ne savais plus trop si c'était si pédagogique que ça, parce que nous, la jeune fille, on a eu beaucoup de mal à la récupérer. Elle a fait une tentative de suicide. Tout le quartier savait qui c'était. Tout le monde connaissait son histoire. Moréa, on le disait, c'est petit. Hein. Et moi, je veux dire, il faudrait que ce soit systématique pour les mineurs. Il faut vraiment les préserver, surtout quand elles sont victimes de faits graves. Et c'est vrai que pour en avoir discuté avec Cécile, nous, on a été vraiment en colère, parce qu'en plus, des propos rapportés par mes collègues et la psychologue, ont été rapportés comme s'ils avaient été, entre guillemets, rapportés directement et rapportés et déformés en plus. Là, et donc, je ne sais pas jusqu'où le journaliste peut aller pour rapporter un fait divers qui devrait être pédagogique. Après, et qu'il ne l'est pas parce qu'en fait, il peut faire de gros dégâts. Le huis clos partiel, il n'est pas sollicité par le journaliste. C'est le journaliste qui va demander à l'avocat si éventuellement il y aura un huis clos partiel ou pas. Si c'est huis clos total, il s'en va. Si c'est un huis clos partiel, c'est généralement l'avocat qui après va aussi faire passer son message, ou un message à faire passer, peut-être après justement dans un but d'information, de prévention ultérieure. Après, il y a aussi la difficulté des journalistes qui sont formés ou pas au judiciaire, et il y a cette spécialité. Et bon, c'est vrai que j'espère que c'est pas moi, mais je pense pas, parce que j'avais pas fait la dernière session d'assises, mais a priori je pense pas. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi un problème de formation des journalistes dans la compréhension de la mécanique judiciaire et du fait divers, et après de sa restitution au lecteur. Bon, ça c'est sûr. Après là, je sais pas quel exemple, je peux pas juger sur cette affaire-là, mais encore une fois, c'est pas après que le rendu soit décevant, c'est une chose, mais l'initiative de la publicité du débat, c'est pas le journaliste qui s'est glissé dans la salle, ou alors c'est la dernière fois qu'il fait un compte rendu d'audience. Peut-être. Bon. Je rappelle que nos intervenants de France et du Canada peuvent à tout moment faire des commentaires, bien sûr. Alors là, après, juste si je peux terminer, juste parce que ça soulève aussi les questions d'anonymat. Oui. C'est vrai que sur l'anonymat, on se rend compte, bon, il y a la charte déontologique
et des devoirs du journaliste, qui englobe toute la profession, les grands principes. Et c'est vrai qu'au niveau du fait divers et de la justice, j'ai regardé un peu partout, dans toutes les rédactions de Métropole. Il y a certes, l'essentiel des journaux n'ont pas de ligne de conduite, ça se gère au cas par cas. D'autres journaux ont des chartes internes. À partir de tel niveau de sanction, on donne les noms. À partir de en dessous, on ne donne pas les noms. Sans aller, sans convenir aux principes généraux de protection des mineurs, etc. Mais voilà, au niveau de la justice de tous les jours, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup des rédactions. Alors, vous avez des rédactions qui vont être beaucoup plus offensives sur le fait divers, et ça passe par des détails, par des noms, des rédactions qui seront beaucoup plus en retrait. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de cadre vraiment pour toutes les rédactions. Unique. Mineurs victimes. Ouais. Il est de droit. Juste, la publicité de la justice est quand même un fondement aussi. Donc ça veut dire que le huis clos ne peut être qu'une exception. Voilà, après... Oui, donc je peux parler là ou pas? Oui. Merci. Je trouve les intervenants certaines interventions tout à fait subtiles et pleines d'ambivalence. Subtiles parce que du côté de la loi, ce que l'on entend, c'est que celui qui parle donne de l'information sans communiquer. Donc il s'adresse à personne. Mais en même temps, ce qu'il dit les intérêts qu'il peut avoir à communiquer, à savoir ne pas avoir peur, ne pas anticiper de la haine, ce sont vos expressions. Autrement dit, le discours du délégué est un discours qui souligne implicitement les peurs que l'on pourrait avoir et les manières par lesquelles il serait possible de les mettre de côté. Je dis c'est subtil, parce que ça ne marche jamais comme ça. C'est ambivalent parce que ça ne tient pas debout, sinon sur le papier. Concernant le journalisme, alors, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu... Oui, alors, je m'intéresse beaucoup aux journalistes parce que à Rennes, vous savez, les Bretons de la France, là-bas, nous avions fait un colloque sur ce sujet-là. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un des journalistes de Ouest-France, le quotidien local internationalement connu, délégué au comité d'éthique, qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Comment lui fonctionnait quand il était là de façon particulièrement vive. Ce que je retiens, c'est que le journaliste fait de l'information, mais l'information est seconde par rapport à la pédagogie qu'il doit en avoir. Or, la pédagogie est forcément subtile et ambivalente. Pourquoi? Parce que quand c'est de la pédagogie, on ne sait jamais si c'est comment recevoir l'information dans les bonnes cases, ou bien comment, d'une certaine manière, ne pas continuer ce qu'on appelait dans le temps la complainte et le roman concernant la plainte. Autrement dit, il y a toujours du colportage. Et la volonté apparente de scinder les choses en, d'un côté, la pédagogie par rapport à une information qui ne serait pas une simple information, et de l'autre côté, privilégier l'information sans communication, ça désigne des statuts politiques. Ça ne désigne aucunement des interlocuteurs. Ça ne désigne pas des personnes qui entendent, qui reçoivent l'information. Ça désigne essentiellement des propos officiels concernant telle ou telle affaire. Mais ce qui échappe dans tout ça, c'est la personne. C'est ce qu'elle est en tant que subjectivité, en tant qu'elle reçoit un message. Ça, c'est ignoré totalement. Et j'aurais pour preuve de cela que les communications ininterrompues concernant les faits divers, c'est une autre manière de créer une addiction. Autrement dit, une urgence à savoir toujours avant les autres, à savoir toujours plus.
est-ce qu'on tient compte de tout cela? Est-ce qu'il y a un comité d'éthique fondamental par rapport à tout ça? Quand il y a une blague dans un journal, est-ce qu'il y a un comité d'éthique qui fonctionne? Est-ce qu'il y a un observatoire qui fonctionne? J'ai jamais rien entendu de tout ça. Oui, moi je voulais bien faire part de quelques expériences. D'abord par rapport au huis clos. Vous disiez est-ce que le huis clos peut pas être automatique, etc. Alors, bon, par principe, non. Il y a un certain nombre, effectivement, le principe c'est la publicité des débats. Il y a un certain nombre d'audiences autres pour lesquelles il est prévu qu'elles soient hors la présence du public. On dit dans ce cas-là en chambre du Conseil. Le huis clos, c'est quelque chose qui ne peut être qu'à la décision du président de la juridiction et à la demande des parties. Très souvent, effectivement, on a l'habitude qu'un certain nombre d'affaires, certains types d'affaires soient évoqués en huis clos parce que bien souvent la victime, notamment d'une agression sexuelle ou la victime mineure, préfère que cette affaire soit évoquée en huis clos. Et effectivement, la très grande majorité du temps, il n'y a pas de difficulté pour que ce huis clos soit accepté par le président de la juridiction. Il peut y avoir des situations dans le même type d'affaires où les victimes ne trouvent pas d'intérêt à ce huis clos. Je vous donne un exemple. On a eu il y a quelques années un instituteur qui était jugé pour une affaire de pédophilie. Il y avait une bonne dizaine de victimes, de petites victimes, puisque c'était un institut de maternelle, qui étaient concernées. Mais par ailleurs, il y avait pour cet instituteur un comité de soutien qui s'était créé d'un certain nombre de gens qui disaient non, nous on a confiance en lui, on est sûr qu'il est incapable de faire ça, etc. La justice se trompe, voilà. Et ce qui était évidemment très désagréable aux familles des victimes. Il y a eu une première audience à huis clos, assez classiquement, je veux dire, les parents étaient tous d'accord pour demander le huis clos pour ces affaires. Et puis, lors de l'audience d'appel, puisqu'il avait fait appel de sa condamnation, la question s'est posée de l'intérêt de ce huis clos. Parce qu'à ce moment-là, les parents se sont dit on reproche à ces gens de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas entendre ce qu'on leur dit, mais en même temps, on leur interdit de l'entendre, puisqu'on leur interdit d'entrer dans la salle d'audience, là où nos enfants vont être amenés à témoigner, à raconter exactement ce qu'il leur a fait. Et peut-être que s'ils avaient l'occasion d'entendre un enfant de 7 ans raconter comment il a été abusé par son instituteur et d'en entendre 2, 3, 4 à la suite qui racontent le même type d'histoire, ils auraient peut-être plus exactement le même regard sur ce charmant voisin, cette charmante personne par ailleurs. Et ça nous éviterait peut-être, nous, d'arriver avec nos enfants devant la cour d'assises en ayant des gens qui nous regardent comme si on était les méchants et comme si nos enfants étaient de méchants accusateurs. Et sur cette audience-là, effectivement, les familles se sont mises d'accord pour ne pas demander le huis clos. Et ça s'est très bien passé comme ça. Alors évidemment, il y a eu un travail qui a été fait à ce moment-là avec les journalistes également présents pour le coup, puisque c'était pas à huis clos, pour que ce soit rapporté de manière suffisamment délicate par rapport aux enfants et d'une manière surtout, qui de toute façon c'est légal, qui ne permette pas de dévoiler l'identité des victimes de ces agissements. Mais ça a permis aussi, grâce à la présence matérielle, évidemment, le jour de l'audience, mais grâce aussi aux articles de presse qui ont pu rapporter ce qu'il y avait pendant cette audience, de faire que la vérité judiciaire, qui, à mon sens, est quand même celle qui est la plus proche de la vraie vérité, soit sue. Alors, je dirais que ça, c'était l'exemple que je voulais donner par rapport à cette notion du huis clos. On parlait tout à l'heure également des vertus pédagogiques éventuellement que peuvent revêtir les révélations de la presse. Là aussi, je dirais qu'il y a deux expériences qu'on connaît bien en aide aux victimes. La première, vous vous souvenez sûrement du meurtre conjugal qui a concerné Marie Trintignant, qui a été particulièrement médiatisée, tout simplement parce qu'elle était connue. Tous les services d'aide aux victimes à cette époque-là ont connu ce qu'on a appelé entre nous l'effet Trintignant. On a eu un regain de femmes victimes de violences qui venaient voir nos services, tout simplement parce que le fait que cette affaire ait été médiatisée a fait prendre conscience à un certain nombre de femmes
que les violences conjugales, ça peut être mortel. Et que d'un coup, elles se sont dit, mais là, je suis en train d'accepter quelque chose qui, si ça se trouve, il pourrait peut-être me tuer, il pourrait peut-être faire que mes enfants soient orphelins. Donc ça vaut peut-être le coup que je bouge. Voilà, ça a eu aussi cet effet pédagogique-là, comme ça. Et c'est tellement vrai qu'on a eu une vraie difficulté, enfin, pas nous, mais Madame Guigou, qui était à l'époque ministre de la Justice, lorsqu'elle a voulu faire passer la loi qui est devenue la loi du 15 juin 2000, à l'intérieur de laquelle il y a un article qui préserve la dignité des victimes, alors qu'elle s'attendait, je pense, assez naturellement à ce que toutes les associations de victimes se félicitent de ce projet de loi qui préservait la dignité des victimes et qui notamment interdisait de prendre des photos et de publier des photos de victimes, y compris lorsqu'elles étaient dans un espace public, mais lorsque leur dignité était en cause, a dû faire front à ce moment-là à certaines associations de victimes qui, en gros, lui disaient « Mais attendez, si on ne peut plus publier ces photos-là, le public ne comprendra pas ce qu'on vit réellement. Et ça va nuire au final à notre cause parce que les gens ne comprendront pas. Et ils lui ont remis à ce moment-là un véritable book parfaitement insoutenable de photos de victimes dont la plupart, effectivement, sont très connues du grand public. Je me souviens que ça a commencé par cette petite fille qui avait été, après Hiroshima, avait été gazée. Et voilà, il y a un certain nombre d'autres photos comme ça de victimes en disant mais si ces photos-là n'avaient pas existé, aujourd'hui on n'en serait peut-être pas là dans les avancées qu'on a eues. Donc voilà, on navigue toujours un petit peu entre les deux. Oui, bonjour, moi je m'appelle Dernière Eva. question, puisque nous approchons de la fin de cette table ronde. Bonjour, moi je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, donc je m'occupe uniquement de des mineurs délinquants. Donc ma question à moi, c'est que depuis quelque temps, on se rend compte que sur Facebook, en fait, pas mal de mineurs sont visés, parce que bon, les gens, je comprends qu'ils en ont marre d'être volés, donc soit ils mettent des caméras, mais ensuite ils mettent ces photos-là sur Internet. Et là, dernièrement, ce que j'ai pu... ce que j'ai pu rencontrer comme problème, en fait, c'est qu'on me dit, écoute, regarde ce Facebook, sur tel groupe, il y a quelqu'un qui s'est fait casser sa voiture, et en fait, elle a publié son PV d'audition où figurait le nom d'un mineur que je suis. Et j'ai vraiment pas su quoi faire, justement, face à ça, je n'ai pas du tout su quoi faire. Merci. C'est pour ça que je disais que nous, on n'a pas les mêmes règles que les réseaux sociaux. On fait des bêtises, je suis d'accord avec vous, et ça nous arrive, et il y a des bons journalistes et des mauvais journalistes, c'est comme dans tous les métiers du monde. Mais voilà, le réseau social, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui parce qu'effectivement, et c'est vrai que ça a parfois dégradé un peu le travail de la presse parce que ça nous a mis une espèce de pression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde a son blog, tout le monde raconte sa vie, donne son avis sur tout, etc. Balance des faits divers, balance des PV d'audition avec les noms. J'ai même vu des caméras de vidéosurveillance chez les gens où on voit les gamins qui passent en train de cambrioler la maison. Voilà. Mais il faut savoir que tous ces réseaux sociaux n'obéissent pas aux mêmes règles que nous. Raphaël disait tout à l'heure, il n'y a pas les mêmes règles selon les journaux. On a quand même tous une règle qui est la déontologie et de ne pas faire n'importe quoi. Et voilà, après, il n'y a qu'une personne qui parle, vous avez entendu, c'est officiel. En fait, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui nous parlent dans toute la chaîne, mais bon, ça, c'est la vie. Et c'est comme ça aussi qu'on travaille. Mais on travaille bien derrière. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un nous dit il s'est passé ça qu'on l'écrit tout de suite. On va aller le vérifier. On va aller prendre une deuxième source. On va essayer de le vérifier justement auprès de monsieur le procureur. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. On l'appelle parce que nous, on a une information, mais on ne va pas la balancer tant qu'on n'a pas une confirmation de cette information. Et s'il ne nous la confirme pas, on ne va pas l'écrire. Voilà. Donc voilà, je suis d'accord avec vous, mais Facebook, c'est pas la presse. C'est un média. C'est un média, mais c'est pas un média qui
qui est fait par des journalistes. En tout cas, il y a une partie qui est faite par les journalistes. Dans nos pages Facebook à nous, oui, elles sont animées par des journalistes. Mais voilà, des comptes Facebook, les réseaux sociaux, il y a tout. Et n'importe quoi et des choses bien. On va peut-être maintenant... Une dernière question ? Justement, par rapport à ce que cette dame disait, vous disiez pour le droit à l'image, est-ce que cette personne, elle a le droit de porter plainte si on a utilisé son image sur Facebook sans son accord? Oui, bien sûr, c'est ce que je disais, c'est consacré par l'article 9 du Code civil, c'est le droit à l'image. On ne peut pas diffuser la photo d'une personne sans son consentement, même quand elle est dans un lieu public. Il faut que la personne donne son consentement. Alors, porter plainte, c'est un peu un abus de langage. J'ai envie de dire que on peut exercer une action civile en référé pour obtenir du président du tribunal de première instance qu'il supprime effectivement l'image qui est diffusée sans le consentement de la personne. Voilà. Maintenant, je voudrais juste réagir. C'est vrai ce que disait l'intervenant qui se situe à ma droite. C'est pas neutre. C'est pas neutre. C'est pour ça que moi je dis qu'en tant que procureur de la République, je préfère informer que communiquer. C'est pas du tout pareil, hein, l'information et la communication. Et moi, j'ai pour principe effectivement d'infirmer ou de confirmer effectivement une information qu'a déjà le journaliste. Maintenant, pour les affaires simples, hein, voilà. Pour les affaires que je vois d'ores et déjà, lorsque l'enquête est ouverte, qu'il va y avoir un fort retentissement médiatique. Enfin, c'est pas tout à fait... je vais affiner mon propos. C'est vrai que j'ai intérêt à informer pour défendre mes intérêts d'accusateur. Parce que je sais pertinemment qu'il va y avoir des avocats, notamment les avocats des personnes mises en cause, quand je vais saisir un juge d'instruction, donc c'est une affaire criminelle, bien évidemment, qui vont avoir intérêt à communiquer. Et ça, on ne le dit pas assez souvent, mais l'avocat du mis en examen, il n'est pas tenu par le secret de l'instruction. Il ne concourt pas à la procédure d'instruction, lui. Il est tenu simplement mais c'est déjà beaucoup, par le secret professionnel. Il ne doit absolument pas divulguer ce que son client lui confie. Et bien évidemment, dans les affaires criminelles, quand un juge d'instruction est saisi, l'avocat du mis en examen peut avoir intérêt à obtenir l'accord de son client pour communiquer devant la presse. Et c'est vrai que ça peut être un enjeu il faut dire les choses comme elles sont, ça peut être un enjeu de pouvoir et de lutte, la presse. Vous avez, alors ce n'est pas le cas ici, mais en métropole, des avocats qui sont sur le devant de la scène médiatique régulièrement et qui, qu'on le veuille ou non, parce qu'effectivement la presse a le devoir d'informer, mais aussi, c'est vrai qu'elle agit sur l'opinion publique. Elle agit sur l'opinion publique. Et si, passez-moi l'expression, on fait dans une affaire criminelle, on fait la part belle à l'avocat de la défense, l'accusation va être en difficulté. Et personne n'est dupe autour de cette table, il faut le dire. Bien souvent dans des dossiers criminels, pas facile, un peu compliqué, l'avocat du mis en examen va essayer de gagner son procès devant les médias, dans un premier temps. Et dans un second temps, devant la cour d'assises, quoi qu'on en dise. Les jurés qui auront lu, entendu, vu, ils vont rester quand même avec ça. Alors même à la lumière des débats de cour d'assises, effectivement, l'opinion aura été marquée. Alors, je ne veux pas citer de nom ici, parce que, il y a des avocats qui sont spécialistes, hein, j'en connais un. Non, pas ici, mais qui a même un surnom dans la presse. Et c'est vrai que il a bien compris qu'un procès pouvait se gagner
dans la presse dans un premier temps et ensuite dans un second temps devant la cour d'assises. Oui. J'en dirai pas plus. Je ne suis pas d'accord. D'abord parce qu'on ne peut pas gagner un procès en s'exprimant au cours d'une instruction, en s'exprimant pour le compte d'un client devant la presse. Non. C'est d'abord un tribunal ou une cour d'assises que l'on doit convaincre. Ce que l'on peut faire, c'est modérer certaines accusations ou une très forte émotion qui peut s'amplifier en raison du fait que l'on ne sache pas grand-chose de l'affaire. Si c'est une affaire criminelle, par définition, c'est une affaire très grave. C'est une des affaires les plus graves, puisque le crime, c'est l'infraction le plus grave. Donc nécessairement, ça va susciter une émotion. Je ne comprends pas M. le procureur qui considère qu'un avocat chercherait à gagner une affaire criminelle en communiquant pendant l'instruction, avant le procès, dans le but de gagner son procès. Non, non. Un procès, ça se gagne à l'audience, devant un tribunal, ou une cour d'assises, où on débat de preuves, et jusque-là, la présomption d'innocence est effective. C'est de cela dont nous parlions d'ailleurs jusque-là, de la présomption d'innocence, exclusivement, et de la manière dont nous pouvions communiquer, ou certains pouvaient communiquer au sujet d'une affaire ou d'un individu pris dans la spirale infernale de la procédure, du processus judiciaire, tout en restant présumé innocent. C'est la raison pour laquelle je dis il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Donc je ne connais pas d'avocat, même celui auquel on fait référence ici, qui cherche à gagner un procès. Il cherche à amortir un choc. Il cherche à préparer aussi le terrain judiciaire, le terrain du débat judiciaire. C'est-à-dire qu'il ne veut pas arriver devant une cour d'assises, fort logiquement, en étant déjà laminé à 95%, et il ne lui restera qu'une marge de manœuvre de 5%. Non, on essaye de rééquilibrer nos chances, on essaye tout naturellement, devant une cour d'assises, malgré le défaut de géométrie qui veut que le procureur soit toujours au-dessus et la défense en dessous, eh bien, on cherche malgré tout à faire valoir des moyens de défense dans un cadre qui se veut équilibré. C'est en tout cas le Code de procédure pénale qui veut nous rappeler cela, la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6, qui veut nous rappeler cela. Et au-delà des concepts, des principes, on essaye, et c'est très compliqué, vous l'avez bien compris, puisque justement, on croit que dès qu'on prend la parole, on serait susceptible de chercher à gagner un procès. Non, s'il y a une communication à ce moment-là, et c'est extrêmement difficile à faire d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle seuls certains avocats se le permettent, il faut savoir communiquer, à choisir le moment et penser que ça peut avoir un intérêt pour les clients. En réalité, ça peut être à double tranchant. Ça peut être extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'on peut s'avancer à prendre quelques risques dans l'intérêt du client et être démenti quelques jours plus tard par un témoin qui va dire le contraire. Donc, en réalité, la communication est très mauvaise à ce stade-là. Et ce qu'il faut essentiellement, à ce stade-là, c'est rappeler des principes. De dire que présomption d'innocence oblige, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, tant qu'on n'a pas fait la démonstration que je suis coupable, je suis présumé innocent. C'est la raison pour laquelle c'est très compliqué. Le processus qui est antérieur à la déclaration de culpabilité est très compliqué. Très compliqué pour la défense, bien sûr, très compliqué pour l'individu qui est pris dans cette spirale, parce qu'on va toujours effleurer cette culpabilité, on va toujours penser qu'il est coupable. D'abord, il y a une plainte, hein, on a bien invoqué sa culpabilité pour déposer plainte. Ensuite, tout au long du processus judiciaire, on va lui faire sentir qu'il flirte avec la culpabilité. La presse, bien sûr, va évoquer des faits, et la manière dont les journalistes évoquent les faits, avec subtilité, ils savent écrire, hein, eh bien, ils vont faire un article sur la personne, et quand vous arriverez au terme de l'article, vous aurez compris que cette personne est coupable, sans avoir été jugée. Mais c'est la manière, justement, de bien rédiger les choses pour qu'on arrive à cette idée que la personne est coupable. Donc, tout ça est très compliqué, et il faut avoir été pris une fois dans la tenaille d'une accusation, quelle qu'elle soit, pour savoir de quoi on parle, pour savoir que tout ça est très pénible pour celui qui peut en faire les frais. Et c'est vrai que c'est les assises d'aide aux victimes, je comprends parfaitement, mais d'ailleurs il en est de même pour les victimes. Vous avez bien compris que l'anonymat est essentiel, donc le huis clos, mais au-delà du huis clos, on a un besoin d'exprimer, on a besoin de faire valoir des arguments, et puis on est sur une île, n'oublions pas. Hein. C'est-à-dire que si vous pouvez conserver
un minimum d'anonymat à Paris ou dans un grand pays. À Tahiti, c'est extrêmement difficile parce qu'on vous reconnaîtra assez facilement, on vous identifiera. Si vous indiquez le quartier d'où vous venez, ben on saura qui vous êtes. Si c'est la commune, on saura qui vous êtes quand même, parce qu'on en aura parlé au sein de la paroisse, on en aura parlé au sein des quartiers. Bref, c'est très difficile de garder l'anonymat ici à Tahiti, parce que c'est tout petit, tout simplement, c'est tout petit. Merci, monsieur Hans. On va juste clôturer cet atelier avec une intervention de Catherine Rossi. Hein, et puis après, nous ferons une petite pause, parce que nous avons un deuxième atelier dans l'après-midi. Alors, je ne voulais pas nécessairement prendre la parole en dernier parce que je trouvais ça très, très intéressant ce qui était dit, mais je peux peut-être juste rajouter de l'huile sur le feu et particulièrement pas finir le débat aujourd'hui. Pour vous dire que de notre côté, au Québec, je suppose que ça s'appliquerait partout, on a un rapport très, très particulier avec la presse. Et là, je vais oser parler pour les victimes elles-mêmes. La presse qui peut être à la fois leur pire ennemi, mais souvent aussi leur meilleur allié. Je pourrais vous citer des dizaines de cas en violence conjugale ou en homicide conjugal ou en intrafamilial, où la presse a évidemment permis des déboires, comme Madame a cité tantôt, mais parfois dans des situations totalement contraires, permis de faire avancer l'enquête, permis de participer au deuil, à la mémoire collective, de regrouper les foules autour d'un cas en particulier. Je vous citerai peut-être une affaire aussi qui n'a rien à voir avec la presse, qui cette fois a à voir avec Facebook. On a assisté à un enlèvement d'enfants dans une maternité où les réseaux sociaux ont embarqué et on a retrouvé l'enfant juste parce que Facebook, un tel a parlé à un tel qui a reconnu la personne et on a réussi à faire un travail que la police aurait jamais pu faire juste parce que les gens se sont mobilisés. C'était assez intéressant. Et je voulais revenir aussi, juste pour mettre de l'huile sur le feu un bon coup, à propos des bons et des mauvais journalistes. Je serais très curieuse de voir vos positions à cet égard, mais on a beaucoup chez nous de très mauvais journalistes, donc des journalistes à sensation, qui sont souvent les meilleurs alliés des victimes, tandis que la presse, soi-disant étatique, etc., fait souvent un travail qui est beaucoup plus raccroché à la justice, et réciproquement. Donc j'aime beaucoup, moi, la question des médias et des victimes, parce que c'est la même que la question de la justice et des victimes. Les médias desservent la société, et on a le droit, en tant que société, de savoir, puisque la poursuite pénale, elle est aussi la nôtre. On paye avec nos impôts un système de justice pour qu'il assure notre sécurité. Mais on a de l'autre côté des gens à protéger qui dénoncent des cas qui les concernent eux personnellement et qui voient leur pudeur complètement avalée dans ces situations-là. Donc les rapports de la presse aux victimes comme de la justice aux victimes est à mon avis une vaste question et j'ai le plaisir de ne pas y répondre aujourd'hui. Merci. En fin de compte, vous avez fait une bonne conclusion de cet atelier.